blockchain en France. Je le mettrai. Donc on va plus spécifiquement, dans cette deuxième table ronde, aborder les sujets autour de la formation académique, en continu, mais aussi autodidacte. Tout ce qui est financement de programmes de recherche, fondamentales ou partenariales, public-privé. Mais aussi le problème de l'exode des talents. Donc, je rappelle les règles. On a 5 minutes d'intervention par speaker, suivi de 15 minutes de débat et 15 minutes de questions-réponses avec le public. Donc, je vous invite à préparer des questions à poser à Arthur Bretman, donc cofondateur de Tezos, Daniel Ogo, qui est directeur de recherche à l'INRIA École Polytechnique, et Vidal Shriki, qui est CEO et cofondateur de BTU Protocol. Donc on va reprendre les recommandations qui sont listées donc, à la page 20 de des petits fascicules, notamment durant les discussions. Vous pouvez aussi en ajouter d'autres, vous en proposer d'autres. Donc Étienne, si tu veux les rappeler, il y en a 6. Bien, merci à tout le monde d'être ici, et merci à nos speakers surtout d'avoir bien voulu intervenir sur ce sujet relatif aux compétences. Ici on revient un tout petit peu en amont à la formation, véritablement pouvant mener à la progression et à l'essor de la blockchain en France. Le plus important a fait quelques propositions, pour rappel dans le petit fascicule qui vous a été distribué à l'entrée, page 20 et suivante, au nombre desquelles notamment la recommandation numéro 3 qui était celle d'intégrer les blockchains parmi le socle de formation de toutes les écoles. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui il y a des responsables de master, il y a des étudiants, notamment d'HEC que j'ai vu dans la salle tout à l'heure, et je m'en réjouis. La quatrième recommandation était de faire des doubles formations. Alors là c'est aussi une balle qui est lancée dans votre camp, messieurs, sur quel type de double formation, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de finance préalablement, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui peuvent s'y prêter. Et ensuite, dans les autres recommandations, la recommandation numéro 5 était celle de développer un dispositif de reconnaissance et de certification des compétences liées au blockchain. Effectivement, l'essor de la blockchain passera par la reconnaissance, par des corps professionnels, on a parlé tout à l'heure par exemple des experts comptables, mais ça doit passer par des normes technologiques également. La recommandation numéro 6 était de développer et de structurer un vivier de formateurs, car la formation professionnelle, comme tu le disais Olivia, est primordiale. On a tous ici dans cette salle, pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à la blockchain depuis un certain temps, appris par nous-mêmes, mais désormais il faut structurer des filières entières de formation. Et ça sera l'objet de nos questions tout à l'heure. La 7e recommandation était de soutenir les réseaux et les communautés d'experts blockchain. Ici était mentionné la chaîne Tech, on pourrait mentionner la FGC, le LabChain, dont j'ai vu Nadia Chidali qui interviendra tout à l'heure, qui a évidemment contribué à structurer des acteurs dont je reconnais aujourd'hui beaucoup de têtes. Et enfin, les deux dernières recommandations, la 8e était de sensibiliser les élèves aux enjeux des blockchains, car bien évidemment on est tous persuadés aujourd'hui que ce sera une technologie du futur et que pour que ça le soit effectivement, il faut remonter un tout petit peu la chaîne aux plus jeunes, aux lycéens d'abord, aux collégiens ensuite, pour s'assurer que la formation est véritablement d'excellence en France. Et enfin, la 9e et dernière recommandation était de lutter contre l'exode des talents vers l'étranger en développant plusieurs initiatives, notamment dans le domaine fiscal, et des pistes ont d'ores et déjà été élaborées et sont présentes dans le rapport remis par Jean-Michel Miss et Laure de la Rosière, qui ont pu vous en donner quelques éléments tout à l'heure. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole pour un propos liminaire, peut-être en commençant par Vidal Shriki, car je savais qu'il avait une présentation à vous présenter. Super, bonjour. Alors, le temps que la présentation arrive, je veux partager avec vous mon émotion. Vous êtes ici. Micro. Je remets mon chronomètre. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je veux partager d'abord mon émotion de justement me retrouver aujourd'hui au cœur de notre système législatif français pour parler de ces sujets qui étaient plutôt underground lorsque je les ai découverts. Et finalement, enfin, c'est important de noter d'abord qu'effectivement, il y a un progrès dans les mentalités et on peut que le saluer. Donc, un petit propos préliminaire pour un peu comprendre et répondre à la question comment on va faire en sorte d'augmenter le vivier de talent qu'on a. Et avant de commencer, justement, je veux m'inspirer de voir sur ce qu'on voit à l'étranger. Et ce qu'on voit à l'étranger, il y a énormément d'écoles. Alors on ne pouvait pas toutes les citer, mais on voit qu'en réalité, beaucoup de projets sont initiés par les académiques. Ce n'est pas surprenant parce que il y a encore beaucoup de sujets de fond, des sujets d'infrastructure, des sujets de vie privée, des sujets justement de monter en échelle, ces technologies qui ont besoin de mûrir, et il y a beaucoup de R&D, beaucoup de recherche. Donc c'est pas étonnant, et on voit énormément
qui c'est qui lead Et on voit que effectivement Berkeley, Stanford, et puis le Terion à Tel Aviv, enfin à Haïfa, et beaucoup d'universitaires à Singapour mènent un peu le jeu, et ça c'est assez inspirant pour nous. Et quand on voit qu'ils mènent le jeu, j'ai sorti des chiffres, il y a quand même énormément de projets comme Definity, que j'aime bien, comme Tezos qui sont présents, effectivement qui ont levé énormément d'argent et qui viennent de ce monde académique. Et c'est pas surprenant. Par contre, il faut le dire, ils ont levé de l'argent, mais ils ont eu de l'aide, de structures d'État, et c'est ça dont il faut s'inspirer. Et voilà. Et là, j'ai un peu répertorié également tous les coins connus qui ressortent de ces universités. Donc, première conclusion, c'est effectivement, il faut favoriser l'émergence de projets académiques. Donc, et j'en profite, il y a des gens de la BPI dans la salle, c'est leur rôle, il me semble, de la BPI et d'autres organismes institutionnels, de justement supporter ce type de projet, parce qu'on a besoin d'infrastructures de base. Par exemple, il y a un projet important dans l'écosystème Bitcoin qui s'appelle Lightning. C'est une technologie qui n'est pas spécifique à Bitcoin, et il y a des projets en France qui travaillent dessus, donc c'est important, c'est ça le rôle de le faire. Deuxième chose, c'est qu'il y a de la formation. Donc effectivement, alors moi, effectivement, d'ailleurs, si je suis connu, probablement si je suis assis ici, c'est parce que j'ai lancé un des premiers MOOC gratuits francophones, donc ce nom de Blockchain Révolution, qui est disponible sur YouTube depuis plus d'1 an. Effectivement, c'est important de diffuser l'information et que les gens s'auto-forment parce que ce sont des technologies très nouvelles, donc on a besoin de gens pour se faire. Et une initiative que je salue et à laquelle je contribue, c'est celle de la société Eureka Certification. Alors ils sont ici, Eureka, donc vous n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ce que je veux saluer, c'est que ce sont les premiers qui, depuis plus de 3 ans, ont mis en place des cursus académiques et des cours dans des écoles d'ingénieurs, donc notamment l'ESGI. Il y a aussi mes élèves de l'ESGI, alors qui sont ici, il y en a beaucoup. Donc on peut saluer, c'est intéressant de voir que en fait on a mis en place, et petite parenthèse, dans le cursus on n'étudie pas la blockchain, le cursus s'appelle, il y a plusieurs variantes, mais en tout cas les gens apprennent à être architectes de registres distribués. Les gens ne font pas des cours de blockchain, ils apprennent de la cryptographie, des réseaux pair à pair, ils apprennent de l'économie, parce qu'il faut comprendre en fait, il y a une théorie économique qui sous-tend cette nouvelle façon de cette tokenisation de l'économie. Ils apprennent bien plus encore, tout est indiqué dans les slides, et ça c'est vivant. Donc il y a déjà 2 promotions qui sont sorties, et s'il y a des gens qui travaillent dans des écoles, je vous invite à répliquer ces initiatives, parce qu'il y a tout un programme qui a été conçu et qui marche, donc autant le réutiliser. La formation qu'a développée Eureka, sur lequel il y a un réseau de formateurs qui travaillent déjà, l'offre est complète. Alors, je suis qu'un des intervenants, mais en tout cas, ce qui est important, ce que je trouve notable, c'est qu'il y a des formations, pas que pour les développeurs, pas que pour des bacs plus simples. Il y a des formations pour des gens qui veulent s'intéresser au juridique, qui veulent s'intéresser à la comptabilité, qui veulent s'intéresser même au trading. Donc ça c'est assez à saluer. Plus proche de ce que je fais à mon quotidien, donc BTU Protocol. BTU Protocol, en fait, nous, on a inventé un protocole informatique générique pour que toutes les entreprises, et on fait beaucoup de B2B, réintermédient leur chaîne de distribution. Donc si je suis, si j'ai un système informatique qui distribue par exemple une billetterie pour des places de musée, pour des excursions, pour des hôtels, en fait, j'ai pas envie forcément de confier ça à des plateformes, j'ai envie de réintermédier mon circuit de distribution. Donc nous, on vit ce défi au quotidien, et on a besoin de talent. On a besoin d'ingénieurs, on a dû apprendre à les auto-former, mais on a besoin de gens qui font du X. Pour moi, c'est un nouveau métier, on a besoin que les talents designers s'intéressent à la blockchain et viennent y contribuer, je vous rassure, c'est bientôt la fin. On a besoin des comptables qui comprennent ce qu'on fait. Donc typiquement, on a des partenaires, on a des éditeurs logiciels, en B2B, dans l'hôtellerie, qui ont besoin de posséder notre token BTU, et ils ont besoin de les mettre en comptabilité. Donc on a besoin de convaincre des DAF, des directeurs financiers de s'y mettre. Donc tous ces talents, qui ne sont pas forcément des talents de la blockchain, doivent s'y intéresser. Ça fait partie de nos défis. Et pour terminer, je pense que c'est encore le plus important, parce que finalement, rétrospectivement, je n'ai parlé que des gens de formation, que pour des gens qui sont bac plus 5.
En réalité, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un système où on crée un bien commun communautaire. Et finalement, on a besoin de gens qui participent à ce réseau. On a besoin de ce qu'on appelle en vocabulaire Bitcoin de mineurs. Donc il y a finalement ce nouveau métier qu'on a besoin de faire émerger. Et ça aussi, ce sont des talents d'utilisation. Donc c'est des gens qui vont miner. Donc dans les réseaux de type Bitcoin, c'est du minage informatique, donc on met de la puissance de calcul, mais c'est un métier en soi. Mais dans des réseaux comme BTU Protocol, n'importe quel restaurateur, n'importe quel chauffeur de taxi peut miner un client et pour nos éditeurs logiciels et leur ramener du trafic, et finalement ils gagnent des BTU pour ça. Et donc finalement on a besoin de former des gens qui utilisent la blockchain. Et rien de mieux pour moi, et ce sera ma conclusion, que si on veut favoriser l'émergence des talents, on a besoin que des gens utilisent ces protocoles et les comprennent. C'est pour ça d'ailleurs que j'offre un BTU à tous ceux qui viennent utiliser notre protocole, mais c'est pas, enfin comment dire, c'est simplement une façon de les faire toucher à ce système, et c'est parce que quand les gens touchent, quand les gens commencent à manipuler, ils voient, ils démystifient, ils cassent c'est quelque part cette croyance populaire que c'est finalement réservé aux gens qui ont un bac plus 9, et ils voient que finalement c'est pas si compliqué, il faut juste faire l'effort de venir s'asseoir. Donc voilà, pédagogie. Et merde, voilà, c'était la partie introductive. J'ai pas pu passer tous les messages, mais on aura la prochaine heure pour le faire. Bonjour. Non. Qui voilà, c'est bon. Donc, alors, vous notez bien que je suis aussi directeur de recherche à l'UBA et passionnant à l'école polytechnique, comme c'est indiqué. C'est important. Moi, je représente le monde académique ici. Donc, l'UBA est l'Institut de recherche en informatique automatique. Alors, ce que je peux dire en 2 minutes, c'est ça. Il y a, si vous googlez, il y a Bitcoin Academic Pedigree. Il y a un très bon article d'une société savante américaine informatique, l'ACM, qui retrace un petit peu beaucoup d'idées dont se sont utilisés les créateurs de Bitcoin. Donc la preuve de travail, le chaînage de blocs qui remonte à 91, le consensus, des choses comme ça. Donc, tous ces problèmes-là sont un peu, on va dire, de manière un peu simple, en tout cas dans les premières blockchains, l'ingéniosité venant de la combinaison de toutes ces disciplines informatiques, sous-disciplines informatiques. Mais pour autant, si on est voir chaque spécialiste, à l'époque, ce que j'essayais de faire les gars pour voir s'il y avait des gens qu'on pouvait mobiliser sur le sujet, c'était la cryptographie triviale, la preuve de travail, on connaissait depuis longtemps, le chaînage de blocs aussi, le consensus, c'est vraiment le consensus, on sait faire mieux, patati patata. Mais par contre, il y a un vrai sujet sur la globalité de l'objet. Alors, j'introduis ça parce que c'est pour dire que, à mon sens, c'est difficile de faire des formations, on va dire, assez pointues. Hein. Je rejoins un voisin qui dit qu'il faut quand même des gens. La fin du discours était plutôt sur les lycées collégiens. Moi, je pense que c'est bien déjà de former des gens plus 5, et moi, je pense même plus. Donc, je pense doctorat. Donc, ce propos préliminaire pour dire que, moi, je pense une publicité, donc il y a une chaire qui va être signée à l'école polytechnique, qui a été signée, mais l'annonce sera faite dans 2-3 semaines. Le Capgemini qui finance une chaire enseignement-recherche à l'école polytechnique où il y aura justement un cursus de blockchain, mais j'ai du mal à dire ça, parce qu'il y aura par exemple un semestre crypto 1, un semestre crypto 2, donc un semestre algorithmique distribué 1, un semestre preuve formelle de protocole cryptographique. Et là-dedans, on va nous caser la blockchain, mais on ne sait pas vraiment quoi raconter. Parce que, est-ce qu'on va faire 2 heures sur Cardano, 2 heures sur Bitcoin, 2 heures sur iOS? Est-ce que ça a du sens? Comment on va tout mettre ça en perspective? Voilà, donc on espère que les cours fondamentaux qu'on va donner vont former des gens d'assez haut niveau qui, justement, seront capables de faire leur domaine. Donc voilà, donc, sur la formation, donc, nous on vise d'eau, évidemment, et je vais peut-être. Pourquoi il faut viser haut? Parce que je pense que pour analyser, pour se projeter, donc c'était pas très clair entre les discours de William Majoubi et certains intervenants. Est-ce que la blockchain c'est une technologie mûre ou immature? Les gens ne savent pas trop. Qu'est-ce qui va se passer à 5 ans? Ou est-ce que ça marche tout de suite? Il faut vraiment partir dessus. Sur les applications, oui, non, etc.
moi je crois beaucoup à la formation doctorale, c'est-à-dire qu'un docteur bien formé, déjà c'est quelqu'un qui se projette vers l'avenir, parce que naturellement un sujet de thèse c'est du futur, donc il n'est pas à la technologie constante, et je trouve qu'en France, en tout cas un certain nombre d'interlocuteurs, ils ont la technologie constante par rapport à la prochaine, c'est un peu facile que le paysage soit et notamment il est confronté au problème de la production de connaissances, parce qu'il doit faire une thèse, il doit faire des recherches, il doit être créatif. Et créative de la pertinence, c'est-à-dire et aussi à la lecture des articles d'autres, une lecture critique, des actes de conférences, etc. Et donc je pense que c'est la bonne personne, justement, si à un certain niveau il faut mûrir une réflexion sur des choix de blockchain, qu'il faut attendre 6 mois, 1 an, ce qu'il faut prendre 5 mois, le vrai regard critique vient de quelqu'un formé à ce niveau-là, je pense. Et juste une pique, là, on est dans une assemblée, parmi assez proche de l'État. Une manière simple de faire ça, c'est une recommandation très simple, c'est recruter des doctorants. En France, on a un travers que le doctorant est presque dévalorisant dans une carrière, recruter des docteurs. Et en allant un peu plus loin, on pourrait même conditionner le crédit d'impôt recherche au nombre de docteurs recrutés dans l'entreprise, ça fait peut-être un peu de sens, et donc un peu plus de sens à ce crédit d'impôt recherche. Voilà, je vais terminer avec ça. Bonjour, Arthur Bretman, je suis un des fondateurs du projet Tezos. Tezos est un projet de blockchain qui est une crypto-monnaie et aussi une plateforme de contrat intelligent. C'est un réseau dont le développement a commencé en 2014, mais qui s'est lancé pour la première fois à la mi-2018. Et donc c'est un projet qui est open source, qui est largement international, avec des efforts partout dans le monde, mais il faut dire qu'aujourd'hui le gros des équipes de développement qui travaillent sur Tezos sont situées en France. Donc j'aime bien dire que c'est un projet international qui parle avec un accent français. Pour ce qui est des compétences, je pense qu'il faut distinguer, on va dire à peu près trois grands types d'activités. D'une part, il y a vraiment l'analyse profonde des protocoles et comprendre l'architecture des protocoles. Ça c'est important et ça c'est effectivement, comme on l'a dit, très pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les concepts derrière ça, donc il y a la cryptographie, moins de ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt des systèmes distribués que de la cryptographie dans l'ensemble, à l'exception de certains développements qui sont vraiment la cryptographie très profonde. On a quand même beaucoup de systèmes distribués, du système distribué de la cryptographie, mais aussi de l'économie et de l'économie financière pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ces réseaux. Mais ça ne va pas représenter une masse, une grande quantité de talents. Ce sont, à mon avis, on parle peut-être de plusieurs milliers de personnes dans le monde qui vont avoir ce type de compétences vraiment pointues, mais je ne pense pas qu'on va voir le développement de centaines ou de milliers de protocoles qui sont différents. La valeur de ces protocoles sont justement d'être des plateformes communes, et donc on va avoir un moyen de consolidation. Donc c'est important d'avoir ces connaissances, c'est important d'avoir des compétences scientifiques et de recherche autour de ça, mais on parle vraiment de quelque chose qui est très différent des compétences qui sont nécessaires pour utiliser ces systèmes. Et donc ça c'est la deuxième catégorie que je vais aborder. Ces plateformes-là sont faites pour accueillir des applications et les connaissances qui sont nécessaires pour déployer des applications sur ces blockchains sont très différentes des connaissances qui sont nécessaires pour concevoir ces blockchains. Alors bien évidemment, avoir un petit peu de culture générale sur la conception d'une blockchain, ça ne fait pas de mal quand on va déployer des applications dessus, mais idéalement c'est séparé. On voit ça par exemple en informatique aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaître les détails de la fabrication d'un processeur pour pouvoir déployer une application de comptabilité par exemple. Donc on doit avoir la même chose sur les blockchains. On est un petit peu dans l'époque des pionniers, donc c'est tout nouveau, donc tout le monde fait un petit peu tout, mais ça va progressivement se séparer. Donc là, on a le potentiel d'avoir un digital plus grand parce qu'il y a plus de demandes, tout simplement. Il va y avoir plus d'applications sur les blockchains que de blockchains. Effectivement, si on commence à avoir plus de blockchains que d'applications, il y a un problème. C'est le principe des tiroirs. Mais, et ça, ces compétences sont un petit peu différentes des gens. Je pense qu'il y a une opportunité, en particulier en France, ici, qui est que l'approche de ces 5 dernières années, alors je dis 5 dernières années, ça fait beaucoup, mais
c'est très peu, mais on est vraiment dans le début de l'histoire. Et l'approche des 5 dernières années autour de ça a été un peu de calquer le modèle du web. Et quand je dis modèle du web, c'est un peu les modèles de développement, un peu la culture de développement autour du web. On dit parfois en anglais move fast and break things. Et donc voilà, on va déployer plein de trucs, etc. Et on voit ça dans pas mal de plateformes de blockchain, comme Ethereum particulièrement, qui ont essayé un petit peu de calquer les modèles de JavaScript, qui est le langage dominant sur le web, et d'essayer de reprendre ces modèles sur les blockchains. Et je pense que ça n'est pas complètement adapté au problème. D'une part, je pense qu'effectivement, il va y avoir plus d'applications que blockchain, mais je pense que le nombre d'applications est plus limité, et que ces applications vont être naturellement plus conservatrices. Ce sont des réseaux dont la valeur est dans la fiabilité, dans la sécurité, ils sont importants pour faire des transactions où les sommes sont potentiellement importantes, où on comprend exactement ce qui se passe, où les risques sont minimisés. On n'est pas en train de faire des applications pour voir son chat sur une vidéo sur Internet. Donc les enjeux sont différents, les compétences sont différentes. Ce qui me paraît intéressant, c'est de déployer des connaissances et des technologies qui ont été vraiment recherchées en France depuis une trentaine d'années, enfin plus que ça, même par des milliards, autour de la vérification formelle et la vérification des programmes. Donc être capable d'avoir des gens qui peuvent utiliser des outils pour vérifier leur programme, pour voir que leurs programmes sont corrects. Donc des modèles de développement complètement différents du web et une culture aussi de développement. Et je pense que cette culture-là, en France, on a un petit peu un aspect, une approche de l'informatique qui est assez théorique, assez rigoureuse, plutôt qu'on va essayer plein de choses et on va voir ce qui colle. C'est une bonne culture et déployer cette culture dans ce domaine me paraît intéressant, important. Alors j'ai dit qu'il y avait 3 aspects. Donc le premier aspect c'était conception, architecture de blockchain, donc très intéressant à très haut niveau, hein, on disait plus 5 ou sur les choses là. Le déploiement d'applications sur les blockchains, donc ça c'est un petit peu plus générique, mais ceci dit, je ne pense pas que c'est non plus une bonne idée de dire c'est la porte d'emploi, on va avoir 50 000 développeurs, on va leur donner une journée de formation, ils apprendront à faire. Ils savent faire du JavaScript en une demi-heure, ils savent faire un smart contract. Et bon, aujourd'hui, on a des contrats intelligents qui ont perdu des centaines de millions parce qu'ils ont été écrits par des méthodes qui ne sont pas rigoureuses. Donc le troisième aspect, ce sont des métiers qui vont être autour de la blockchain pour comprendre ce qui se passe, pour être capable d'analyser ce qui se passe sur la blockchain, de faire une comptabilité autour de la blockchain, de voir ce qui se passe. Et donc ça, c'est un petit peu, il y a un petit peu de la culture générale sur la première partie, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bloc, pourquoi il y a des haches, etc. Comment auditer un objet comme ça. Et un petit peu aussi sur la deuxième partie pour savoir comment les applications fonctionnent. Voilà. Est-ce que vous pouvez enlever? Merci Arthur. Donc on va débuter les débats autour de quelques questions. Vous pouvez rebondir, poser vos propres questions. Concernant les formations, moi j'ai une question, 100% blockchain, des spécialités, pas des MOOC quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'on va systématiquement vers des formations pluridisciplinaires avec effectivement un volet technique, juridique, business, ou comme le montre la chaire Polytechnique et Capgemini, finalement on revient en classique, cryptographie, système distribué, la théorie des jeux, les sciences économiques. Est-ce qu'on va forcément avoir ces 3 volets à plus ou moins maîtriser, ou comme dans le cas de la data science, finalement former des data scientists de haut niveau et constituer des équipes par la suite pluridisciplinaires. Et c'est avec le temps, l'expérience, qu'on se forme effectivement à des verticales métiers et qu'on se spécialise en quelque sorte quand on est data scientist par exemple. Une précision sur la chaire technique, moi je ne parlais que de l'informatique, mais en fait on est 2 porteurs de cette chaire, il y a aussi un économiste de l'INSAE, du laboratoire FREST, et donc des cours effectivement d'économie, etc. Et le Capgemini, dans la demande, va organiser un séminaire où vont faire intervenir des intervenants industriels. Bon, Capgemini, c'est 200 000 personnes, le conseil est très grand groupe, donc j'espère qu'on aura des intervenants de haut niveau pour justement mener cette réflexion sur les applications de la blockchain, mais à un certain niveau. Donc oui, pour la multidisciplinarité, mais je dirais pas trop d'infos, parce qu'après on a des touches à tout qui ne prendraient pas forcément des points précis, difficiles, et qui sont nécessaires à peut-être bien compris. Petit complément par rapport au retour que je vois sur le terrain, puisqu'on, l'ESGI, il y a
quand même un petit recul, effectivement, on a besoin de d'apprendre toutes les disciplines, y compris la théorie des jeux et l'économie. Pourquoi? Parce qu'avant tout, la blockchain, c'est la capacité de créer une économie privée dans laquelle on est capable d'aligner un bien commun et les intérêts personnels. Pourquoi? Parce qu'avant tout, la blockchain, c'est un système distribué, participatif. Si le Bitcoin marche, c'est parce que, en fait, quelque part, on a réussi à aligner l'intérêt personnel d'un mineur et le bien commun, le fait d'avoir une infrastructure ouverte qui tient la route et qui marche. Donc, effectivement, les étudiants ont besoin d'apprendre toutes les sous-disciplines que concerne, qui englobent ce sujet, et tout simplement parce qu'ils ont des projets de fin d'études. Et ils ont envie de travailler, ils ont envie de justement concevoir des projets, et ils ont besoin d'ensemble de ces disciplines pour aller jusqu'au bout. Aussi, un petit retour aussi sur le terrain, parce que effectivement, je pense dans la question, il y a aussi effectivement, est-ce qu'il faut s'intéresser vraiment à la partie cryptoactif? La réponse est oui. Sur le terrain, les jeunes, ce qui les intéresse, c'est justement ces blockchains ouvertes, et c'est là qu'il y a quelque chose de passionnant à construire. Voilà. Donc, ceux qui cherchent même un job ont tendance à vouloir travailler dans les startups blockchain plutôt que dans les blockchains qui n'ont que l'aspect technologique, donc sans crypto-monnaie. Et donc effectivement, c'est que les gens ont besoin de l'ensemble des disciplines. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce que disait Daniel, puisque pour l'instant, on s'est beaucoup concentré sur le milieu académique et éventuellement Bac plus 5 et au-delà. J'aimerais revenir un peu en amont et justement aux lycéens, aux collégiens. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Déjà, d'une part, est-ce que, de manière un peu provocante, c'est pertinent de s'adresser à cette population-là aujourd'hui? Et de deux, qu'est-ce que vous leur diriez? Peut-être Arthur Breitman en premier. Oui, je pense que c'est tout à fait pertinent de s'adresser aux collégiens et aux lycéens, d'autant plus qu'en général, je vois beaucoup d'utilisateurs passionnés des blockchains qui sont justement dans cette tranche d'âge-là. Et c'est assez fantastique. Je veux dire, une partie de l'expérience d'avoir une crypto-monnaie, c'est de dire c'est sur mon réacteur, je peux le contrôler, je peux le programmer, je peux faire ce que je veux avec. Et c'est particulièrement libérateur justement pour des enfants qui n'ont pas vraiment, ils ont un petit peu d'argent de poche, mais ils ne peuvent pas vraiment faire ce qu'on veut avec. C'est très libérateur. Et donc, je pense qu'il voit tout à fait la valeur de ce genre de système. Et c'est une bonne occasion d'apprendre les fondements et les principes de base qui permettent de faire fonctionner ces systèmes. D'autant plus que c'est relativement mathématique, c'est relativement mécanique. Donc on est à un âge où on est capable de comprendre ça assez bien. Petit complément, effectivement, je pense que les jeunes, et c'est ça qui est rassurant, sont très attirés par ce concept de blockchain, y compris par les cryptoactifs. Pourquoi? Parce que, quelque part, on reprend, c'est aussi reprendre la souveraineté sur sa capacité financière, mais aussi la souveraineté sur ses données, et bien plus. Et justement, les jeunes, quelque part, comprennent cette innovation. Parce que pour moi, la vraie définition d'innovation, c'est la rencontre entre une attente sociétale et une technologie. Et justement, l'attente des jeunes aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle, d'être dans un monde où finalement c'est eux qui gèrent, qui décident, plutôt que laisser ça à des plateformes. Et les jeunes, on en voit quelques-uns, j'ai rencontré récemment, et c'est fabuleux, je ne sais pas si Ken est encore là, mais chez TeamSeat, il y a un projet incubé par une jeune personne qui s'appelle Sheeple, par une jeune personne qui a arrêté ses études à 17 ans et qui a lancé un projet. Et voilà, donc c'est aussi de la passion, c'est aussi des vocations qui se créent. Voilà, donc effectivement, les jeunes comprennent ça et gageons que ça va garantir l'adoption progressive de ces technologies dans le futur. Je vais juste ajouter une chose, c'est que moi je me souviens quand j'étais moi-même lycéen, dans les années 90, avec l'essor d'Internet, j'étais intéressé particulièrement à la cryptographie parce que justement c'était sur Internet, on parlait de la cryptographie, le chiffrement des emails, etc. Et je m'étais vraiment plongé dans les bases mathématiques de ça. Donc il y a l'écho aujourd'hui avec ces systèmes-là. Oui. L'écho, je dirais même qu'il y a un parallèle avec ce qui s'est passé à cette époque, parce que j'ai envie de dire, il y a 20 ans, n'importe quel adolescent pouvait lancer son blog, et aujourd'hui, n'importe quel adolescent est capable d'émettre un token,
enfin je ne vais pas encore témoigner tous les jeunes que je rencontre, mais effectivement, il y a des jeunes qui sont capables, on commence à trouver sur le web, dans des réseaux de jeunes, justement des vidéos qui expliquent comment un jeune peut émettre un coin, comment voire même il peut devenir riche. Alors c'est effectivement, la spéculation c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est la mère de l'innovation, donc ça motive aussi les gens à créer. Il va y avoir beaucoup de nettoyage, mais quelque part, tous ces jeunes expérimentent des choses dont certaines vont aboutir, et c'est ça qui est intéressant. Donc même si la technologie évolue vite et qu'il n'y a pas encore de standard, il n'y a pas de protocole, de sobriété, d'infra, est-ce qu'il est possible, en dehors d'être autodidacte et se former vraiment sur le long cours, de faire des formations continues sur le MOOC courtes, mais qui soient viables sur le marché du travail sur le long terme en fait? Est-ce qu'on peut former des gens à des langages de programmation qui sont connus actuellement, mais qui risquent de perdre un peu en vitesse? On parlait de la labellisation des MOOC tout à l'heure, qu'il y avait des startups qui soutenaient ces formations fermaient, les standards changeaient. Est-ce qu'on peut proposer des formations qui portent vraiment, qui soutiennent vraiment l'emploi sur le long terme? Une chose que j'ai à dire là-dessus, et c'est un point qui revient régulièrement, je me souviens, c'était un article de Wall Street Journal qui avait été écrit par un étudiant de Princeton qui disait « Ah là, à Princeton, ce qu'on apprend au département d'informatique, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on apprenne à faire des applications sur iPhone, etc. Parce que c'est de ça, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin. » Et mon point de vue, c'est que c'est n'importe quoi. Ces technologies, toutes les technologies évoluent, les langages évoluent, les standards évoluent, toutes ces choses-là changent. Et si on essaye de concentrer des formations sur des phénomènes transitoires comme ça, on n'apprend pas vraiment aux gens. Et en plus, ce genre de choses, ce sont des choses qui s'apprennent bien directement dans le monde professionnel. Je pense que le rôle de l'éducation, c'est d'apprendre des principes profonds qui vont foncièrement rester. Plutôt que de dire « Ah, ce langage de programmation à la mode, il faut faire du Java, ah non, il faut faire du JavaScript, il faut faire ci ». Ce qui est important, c'est apprendre la structure des langages de programmation, voir des exemples, voir plusieurs langages de programmation, quels sont les principes qui sont derrière. Et une fois qu'on a ces principes-là, on est capable d'aborder toutes sortes de situations. Donc il faut être muni d'outils qui soient réutilisables de manière générale et pas uniquement essayer d'attraper la technologie exactement où elle est. Donc c'est pour ça que je dirais insister sur des choses comme les concepts des systèmes distribués. Ça, c'est daté, on remonte à des décennies et des décennies, et ça n'a pas beaucoup. Ça a changé récemment, parce qu'il y a eu des nouvelles découvertes là-dedans, mais ça reste quand même fondamental. Et d'autres choses de ce style-là, mais pas cette technologie-là, c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est le plus important également de favoriser les projets, parce qu'en fait, en réalité, les ingénieurs apprennent à apprendre. Moi, c'est en fait, quand je suis rentré en école d'ingénieur, c'est ça qu'on m'a appris. On n'a pas, toute la pratique de l'informatique, on l'a appris en entreprise par rapport à des besoins. Nous, ce qu'on a appris, c'est avoir des pointeurs et à apprendre rapidement. Et effectivement, si je reviens à notre expérience chez BT Protocol, nous, justement, on recrute des gens qui savent apprendre, des gens avec l'esprit ouvert, avec l'esprit curieux. Et après, s'il faut développer un langage, un smart contract en Solidity, ils l'ont appris très vite. Et si on est obligé de migrer dans une sidechain qui s'appelle P1 Networks, ils apprendront très vite le langage ad hoc. Donc, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il faut favoriser les projets, parce que sinon, les gens vont apprendre des choses dans des cursus et ils n'auront pas où les pratiquer, et ça va très vite être obsolète. Un petit complément par rapport à ce que disait Arthur. À l'INRIA, on est bien placé pour savoir, il y a beaucoup d'universités évidemment en France, que l'informatique, c'est une vieille discipline, qui a, on va dire 50 ans, que les gens n'ont dans la roue et qui travaillent sur des théories, des modélisations, des discours, des terrains qui ont été déblayés depuis longtemps, et que c'est des choses qui s'apprennent aussi. Et donc, quand on dit consensus, il y a un vieux domaine, c'est un vieux domaine à voir. Depuis 30 ans, il y a des théorèmes, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on veut dire, on sait la communication. En cryptographie aussi, la cryptographie est une discipline assez paradoxale quand on y réfléchit. Et donc, effectivement, il y a notre projet, parce qu'en informatique, on travaille beaucoup en mode projet, parce qu'on se capte les étudiants qui mettent la main sur le clavier et qui fassent tourner les choses
Mais, en tout cas, c'est ce que dit Arthur, il y a les fondamentaux. Et c'est là, je pense que c'est important de faire passer. Merci beaucoup. En guise de conclusion, comme dernière question, j'aimerais nous inviter un peu à nous décentrer et à faire de la prospective. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de métier, on a beaucoup parlé de sciences informatiques, ce qui est normal, et c'est la base aujourd'hui de la blockchain. Mais j'aimerais revenir un peu à l'industrie. Aujourd'hui, on a vu les premiers cas d'usage. Devant moi, j'ai 2 représentants d'industrie, plutôt de la finance, d'économie. Quels sont, selon vous, excepté ceci, demain, est-ce que ce sera le tourisme? Est-ce que ce sera, quelle sera l'industrie de demain qui utilisera la blockchain après celle de l'économie et de la finance? Alors, chez BTU Protocol, on voit déjà l'industrie du tourisme s'intéresser à ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que nous, on a notre protocole de réservation directe, c'est une sorte de circuit court de la réservation, permet aux entreprises de réintermédier leur circuit de distribution. Donc au lieu de donner des commissions élevées à des plateformes, elles ont la capacité de recréer leur canal de distribution et de faire en sorte que n'importe qui peut devenir un apporteur d'affaires pour leur offre. Et donc nous, on voit déployer, donc typiquement GPT Protocol, on a déjà 2 millions d'hôtels. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'il n'y a même pas 2 millions d'hôtels dans le monde, il n'y en a que 700 000 en fait. C'est les hôtels et les properties qui sont connectés, qui ont connecté des éditeurs logiciels, leurs éditeurs logiciels à notre protocole. Donc, et vous allez voir, début avril, on va faire d'autres annonces dans ce secteur. Donc effectivement, c'est peut-être un premier secteur en fait, qui s'intéresse à la blockchain et qui voit des cas business, qui voit les éditeurs de logiciels qui voient des meilleures marges sur la vente des packages qu'ils sont en train de mettre. Alors, voilà, le tourisme n'est pas forcément le seul secteur qui bouge. Nous, on voit finalement que, paradoxalement, en fait, c'est pas la banque qui met en production rapidement, mais on voit un certain nombre de secteurs qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, ça peut être l'assurance, ça peut être, ça peut être principalement l'assurance, on va dire, sur ceux qui bougent rapidement. De manière générale, moi je suis assez, je suis un petit peu sceptique des applications en dehors de l'économie et de la finance. Et la raison, c'est je ne connais pas tous les domaines, donc je ne peux pas dire, moi je suis certain que ce domaine ne peut pas bénéficier d'utiliser du blockchain, je ne suis pas un expert dans tous les domaines. Mais quand je regarde quand même la conception de ces systèmes, ce sont des systèmes qui paient un coût très élevé, et je ne parle même pas du coût d'énergie du minage à Bitcoin, parce qu'aujourd'hui on a des systèmes comme Tezos par exemple pour la preuve à l'enjeu, mais de manière générale, le fait on va avoir des nœuds partout dans le monde qui vont répliquer tous le même calcul, qui vont répliquer tous le même stockage, donc on paie un coût en termes on se limite en termes de passage à l'échelle de manière extrêmement importante, on prend des mesures de sécurité extrêmement avancées, et donc les applications qui vont vraiment bénéficier de ça sont des applications qui, à mon avis, en ont besoin. Et donc, de ce point de vue-là, je vois la désintermédiation financière comme étant particulièrement intéressante. Donc, émission d'actifs, achat et vente d'actifs au gré à gré, crypto-monnaie. Et pour moi, ce sont des cas d'utilisation extrêmement importants, assurance aussi, ce sont des cas d'utilisation extrêmement importants et qui vont avoir énormément de valeur. Et j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à dire depuis une dizaine d'années, pratiquement maintenant, parce que quand il est sorti en 2009, oui, non, bien entendu, on a compris les histoires des crypto-monnaies, on a compris ces choses-là, mais ce qui est très intéressant, c'est, et on pousse toujours quelque chose, et je pense qu'on a tendance à surestimer les applications non financières et sous-estimer. C'est pas binaire, ça ne veut pas dire non, c'est nul les applications non financières. De manière générale, si je devais corriger ce qui me semble être un biais dans la perception du marché aujourd'hui, surestimation de ce qui est non financier et sous-estimation de ce qui est financier, parce que foncièrement, ce sont des réseaux qui sont créés pour ça, pour représenter la valeur. Ce sont des réseaux qui représentent de la propriété, pas de l'information. L'information, on sait faire, c'est facile, c'est beaucoup moins cher. Représenter de la propriété, c'est difficile. Donc on saute dans pas mal de cerceaux pour pouvoir faire ça. Et si on n'en a pas vraiment besoin dans ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas forcément le sens d'utiliser des outils de blockchain. Alors, je me permets juste de réagir. Je pense que tu as complètement raison. Sur les applications qui sont entièrement on-chain, qui sont entièrement sur la blockchain, oui,
c'est la finance, c'est la fintech qui est disruptée, mais il y a des applications, et c'est ce qu'on fait nous, chez BTU Protocol, c'est des applications qui vont mixer du on-chain et du off-chain. Donc en réalité, il y a des métiers qui vont utiliser des fintech basés sur la blockchain pour disrupter leur circuit de distribution, revoir les marges des différents intervenants et qui vont avoir des bénéfices fabuleux lorsqu'elles mettent en production. Donc je t'invite justement à tester nos applications pour revoir cette opinion et considérer qu'il y a des applications qui mixent du off-chain et du on-chain et qui vont bénéficier d'une certaine valeur et d'une redistribution des pouvoirs. D'accord, la plateforme TSOC2, je ne prends pas une position technologique ici, c'est juste la boule de cristal, j'essaie de deviner comment ça. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour des applications on-chain, mais il existe des applications qui vont mixer, qui ne vont pas être totalement sur la blockchain, mais qui vont avoir une partie d'application en dehors. La propriété fondamentale de leur chaîne de blocs, si on remonte au vieux papier Albert et Standeta 91-93, c'est une preuve d'intégrité et d'intégrité. On met ce qu'on veut dans la blockchain, une fois c'est mis, on sait quand, par rapport à la suite, et on sait que ça ne bougera plus. Donc après, effectivement, on met quoi? On met des 0 et des 1, et donc les 0 et 1, c'est pas le monde réel. Donc, et comme la finance est déjà complètement virtualisée depuis, je ne sais pas quand, je ne suis pas financier, mais on voit bien qu'on a plus vraiment de temps dans la main, naturellement ça s'y prête. Mais dès qu'on touche au réel, au concret, bon là il faut faire entrer, c'est pas le problème de marque, mais l'intégrité, l'intégrité, c'est vraiment des propriétés fondamentales de la blockchain. Après, suivant le modèle crypto, suivant le modèle missionné, c'est-à-dire plus illustré, la question c'est alors qui écrit les blocs. Mais, voilà, là on avait tout le monde. Je prends une position assez neutre. Vous allez laisser la parole au public. Vous avez une question? Et la priorité. Donc, je suis Alexandre David, directeur du seul organisme de formation certifiant sur des formations blockchain. Donc, je voulais poser une question à M. Bretman, mais avant, je voulais aussi soutenir ce que disait M. Angot concernant effectivement le fait qu'il y a pas mal de désinformation et que quand on parle de blockchain, en fait, on parle un peu de rien. D'ailleurs, on disait que le mot blockchain est un peu un mot valise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que prosaïquement, une blockchain, c'est une simple structure de données chaînées. Ça utilise des technologies qui existent depuis les années 70. Il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà, ça c'est vraiment important, je pense, de rappeler ça. Ma question concernant le côté académique, et pour M. Bretman, c'est la pertinence de la vérification formelle. Est-ce que vous conseillez d'ajouter des modules de formation sur la vérification formelle dans le milieu académique et à quoi ça servirait vraiment, puisque par exemple on a des technologies comme Bitcoin, on sait qu'ils ne font pas de vérification formelle, en tout cas dans le protocole. Est-ce qu'il y a une justification du coût de faire de la preuve formelle, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été mis par la place publique, en tout cas dans la communauté, dans les écosystèmes, depuis la débâcle de la DAO, de The DAO, qui est un projet d'ICO sur Ethereum. Voilà, donc, ma question c'est ça, c'est quelle est vraiment la pertinence de la vérification formelle pour monter en compétence dans le domaine académique? Alors, le débat date un petit peu avant la DAO, puisque l'incident du DAO c'était en 2016 et le papier Tezos était sorti en 2014 en disant oulala, ces contrats intelligents, il faut la vérification formelle, sinon ça va coûter très cher. Donc de ce point de vue-là, c'était un petit peu pression. Poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup économiquement de faire ce genre de vérification, et il y a une petite règle un peu simple qu'on peut appliquer, qui est simplifiée, mais qui est de dire il faut regarder quel est le coût de l'échec, c'est-à-dire quel est le coût s'il y a un bug, quelle est la somme en jeu. On peut regarder le nombre de lignes de code, et on divise le prix par ligne de code, et ça donne un budget par ligne de code. Donc si par exemple on a un programme de 100 lignes qui contrôle 100 millions d'euros de valeur, ça veut dire que le budget pour vérifier la correction de chaque ligne, c'est 1 million d'euros par ligne. Donc si on a 1 million d'euros par ligne de budget, effectivement, oui, ça vaut le coup de déployer de la vérification formelle. Et d'ailleurs, historiquement, l'intérêt pour la méthode, il a bien augmenté quand on a eu une fusée Ariane 5 qui
de figure parce qu'il y avait un bug dans le logiciel. Donc ça, c'est plusieurs milliards et effectivement, on a envie de se dire, on va faire bien attention. Et ça a été un succès dans l'aéronautique, ce déploiement de ces méthodes. Et ce sont surtout des méthodes qui sont devenues de plus en plus pratiques avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était extrêmement difficile de les appliquer et ça devient de plus en plus facile. Les outils pour le faire sont de plus en plus utiles. Alors c'est pas non plus une solution parfaite, en ce sens qu'on ne peut pas dire que quelque chose est vérifié ou pas vérifié. On vérifie les propriétés. Mais c'est une évolution c'est bien supérieur à faire des tests. Parce qu'on fait des tests, puis on change un petit peu le programme, les tests n'est plus forcément valide. Une fois qu'on a trouvé une propriété importante, par exemple dans le DAO, on a appris c'est important de ne pas avoir des bugs où le programme s'appelle récursivement. Une fois qu'on connaît ce genre de choses-là, on peut maintenant dire, ben voilà, tous les programmes qu'on va avoir, on va imposer la vérification de cette propriété, qu'il n'y a pas de bugs qui sont dus au fait de s'appeler récursivement. Donc l'idée c'est que ça avance progressivement. C'est comme, je ne sais pas comment on dit ça en français, un ratchet, un cliquet. Voilà, c'est un cliquet, c'est-à-dire que progressivement, on devient de plus en plus sûr et tout le monde bénéficie en fait de cette expérience. C'est encore délicat, mais si on regarde les contrats intelligents aujourd'hui, le budget pour le faire, il est clairement là, et les outils et les techniques pour le faire sont là. Donc je pense que ça vaut le coup, et d'autant plus que sensibiliser les gens aux méthodes formelles, même si demain ils ne vont pas forcément aller utiliser des assistants de preuve et aller faire leurs preuves formelles eux-mêmes, ça fait aussi le meilleur programmeur de manière générale à comprendre la preuve des programmes, ça permet de mieux comprendre leur structure et de mieux les concevoir. Juste pour intervenir, merci pour votre réponse. Et du coup, pour en venir à la seconde question, est-ce que par exemple pour vous c'est pertinent d'intégrer dans un cursus académique un langage tel que Coq, par exemple? C'est une meilleure question pour l'INRIA, ça. Je ne suis pas du tout dans le volet Coq de l'INRIA, je pense que tu connais mieux que moi. Moi, je suis sur le volet écriture, je ne suis pas sur le volet formel. On vous avait invité pour ça. Excusez-nous, on va changer de speaker, c'est quelqu'un qui va. Alors, je pense qu'effectivement, c'est pas qu'un logiciel pour prendre une théorie logique et mathématique derrière, donc je pense que c'est une formation quand même très difficile et que voilà, je sais qu'il y a des efforts pour rendre ces outils accessibles. Alors, ça ne sera sûrement pas presque du temps, mais que c'est pas juste apprendre de la programmation, il faut apprendre de la logique. Alors, ça me fait bizarre un petit peu de parler de Coq, parce que quand je suis à Paris, en général, je suis entouré par des gens qui sont des experts de théorie langage de programmation, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi, donc ça me fait un peu bizarre d'en parler, mais de manière générale, Coq, c'est pas un langage aisé, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'expérience, mais comme je disais, il y a d'autres outils. Par exemple, un autre projet qui s'appelle F-Star, qui a été développé entre Microsoft et NVIDIA, fait la vérification automatique et plus, on va dire, plus intuitive pour les programmeurs en utilisant ce qu'on appelle des solvers SNT derrière. Et l'idée, c'est de dire, bah, alors, est-ce que c'est automatique ou pas? C'est automatique, mais si le programmeur comprend un petit peu ce qui se passe derrière, ça se passe mieux. C'est-à-dire, il peut réécrire le programme d'une manière où la preuve va se passer un petit peu mieux. Donc, je ne pense pas que c'est pas une case à cocher. C'est pas je connais Coq, je connais pas Coq. Ce sont des choses qui participent à la culture générale, qui participent à la culture d'un programmeur, qui peuvent être utiles et qui permettent avoir eu, par exemple, un atelier avec Coq, on a fait quelques preuves, etc. Le jour où on utilise un langage qui fait ça de manière un petit peu plus automatique, on comprend quand même un petit peu ce qui se passe derrière, on a une idée, donc on est mieux à même utiliser l'outil. Juste, je voulais juste réagir sur la question que vous posez, qui était quel est le prochain marché ou la prochaine industrie qui va être plus impactée. Et j'aimerais juste parler brièvement de l'économie sociale et solidaire. Pour parler d'économie sociale et solidaire, c'est la question à la fin. Il y a des applicatifs de micro-dons. On est à peu près 70 millions de Français, il y a à peu près 18 ans et plus sur ces millions de Français. C'est au mois de septembre chez un acteur qui s'appelle Chapet. Ils ont 1,50 milliard d'individus qui ont un applicatif qui permet de faire via la blockchain, 1,50 milliard via la blockchain, des micro-dons. C'est-à-dire que l'intérêt d'une approche purement code, purement infrastructure,
Oui, non, mais c'est vraiment important ce que tu dis, Gilbert. Je pense que finalement, la blockchain, c'est avant tout une machine à impliquer les gens. Quelque part, l'impact, il est sur la société, il est sur la création de nouveaux emplois et de nouveaux métiers. Il y a quelques jours dans la presse, je disais qu'il y a un nouveau métier qui s'appelle le juicer. Alors, qu'est-ce que c'est le juicer? C'est prendre les trottinettes qu'on a dans la rue, les ramener à la maison et les recharger pour les reposer dans la rue. Donc ça, c'est une logique blockchain. Il y a un nouveau métier dans Steemit. C'est la même chose qu'une plateforme de blog, mais vous êtes payé quand vous générez l'usage. C'est logique, c'est pour ça que Facebook crée son coin. C'est parce que quand on fait 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus du user-generated content, c'est du user-generated work. Et la blockchain, c'est un modèle de sociétaire qui va redistribuer la valeur aux gens qui la créent. Et c'est aussi ce qu'on fait d'ailleurs nous chez BTU Protocol. On va créer des emplois. On est en train de voir des gens qui disent BTU Protocol libéralise le métier de la plateforme de réservation. Donc tout le monde peut devenir une plateforme de réservation. Donc si moi, je suis un chauffeur de taxi, je suis un buraliste, je suis un serveur dans un restaurant, si je suis au contact de touristes, je suis en mesure de leur proposer toute l'offre de service qui est référencée, juste référencée, elle n'est pas dans la blockchain, je rassure tout le monde, et lui permettre d'être vendeur et d'être rémunéré pour ça. Donc effectivement, oui, de même que les grandes plateformes Internet ont créé des emplois, de même qu'il y a des jeunes qui louent des voitures et qui ont quitté le Pôle emploi grâce à ça, de même la blockchain, et ce qu'on fait chez nous, et pas que chez nous, va permettre de créer ces emplois, et c'est ça qui est important. C'est comment on va créer un nouveau monde, et comment on va réorganiser notre quotidien pour justement créer ces nouveaux réseaux. Et c'est important à retenir. Et les talents sont aussi des talents dans l'utilisation de la blockchain. C'est pas que des talents dans la conception. Et c'est ça qu'il faut réaliser, parce que ça va nous concerner tous à terme. On prend une toute dernière question. Monsieur. Dans le rapport de l'ordre et Jean-Michel, je vois évaluer l'intérêt de consacrer dans la loi le statut de tiers de confiance numérique. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est une compétence qui va se développer, ou c'est plutôt quelque chose du niveau du régulateur qui doit se mettre en place? Je vais dire quelque chose rapidement là-dessus. Donc il y a la loi Jospin 2001 sur la signature électronique qui donne une valeur juridique à la signature électronique, qui a changé, je dirais, en janvier 2016 ou 2017, je ne sais plus. Donc il y a quand même déjà des travaux, des textes de loi plutôt, des réflexions qui ont été faites par les juristes pour justement donner à la cryptographie pour ce besoin. Donc, moi je ne vois pas de difficulté à pousser plus loin sur la signature électronique. Là, dans les textes actuels, il faut quand même quelque chose qui est assez lourd, c'est-à-dire un certificat de celui qui signe. C'est une notion qui disparaît quand même beaucoup dans les blockchains publics et administrés. Mais voilà, je pense que c'est possible de faire évoluer le texte là-dessus. Bon, j'ai déjà vu un juriste spécialiste de signature électronique à Jospin 2001 en train de hurler à la mort parce qu'on faisait sauter le taux sédentaire. Mais voilà, donc on peut quand même un peu faire léger, parce que là c'est vraiment très très lourd, et je ne suis pas non plus juriste, mais je pense pas que ce soit vraiment des problèmes. Alors après, ça c'est la signature électronique en elle-même qu'on peut peut-être rendre plus légère juridiquement. Après, le fait d'accepter l'intégrité et l'intériorité d'un écrit dans une blockchain, sachant qu'on ne sait pas bien, suivant les cas, qui valide les blocs. Donc dans le modèle de la crypto-monnaie, on ne sait pas qui va valider le bloc, donc du coup c'est assez difficile quand même de donner une valeur juridique à cet acte-là. Dans un modèle plus fermé où les participants sont un consortium, ils existent, ils se sont donné un statut de consortium, un statut légal, là on peut donner une valeur juridique à l'écrit dans la blockchain. C'est ce que je dirais comme ça, je dirais pas comme ça, je sais quand même la question. Tout petit commentaire, je pense qu'il y a un problème sémantique, c'est-à-dire que tout le monde a ce fantasme que la blockchain, c'est l'arme de destruction massive des tiers de confiance. Je pense qu'en réalité, il y a un problème sémantique, c'est que la blockchain ne fait que diluer le rôle de tiers de confiance à l'ensemble des participants. Donc en réalité, la blockchain, elle est contre les monopoles, elle n'est pas contre forcément les intermédiaires. On a besoin d'intermédiaires, on a besoin de conseils, on a besoin d'agents certifiés pour écrire des bonnes données dans un système informatique, qu'il soit blockchain ou pas. Donc je pense qu'il va y avoir un travail d'affinage sur cette proposition pour mieux, ne pas être dans
la dérive sémantique et être vraiment dans le problème qu'on essaie de résoudre. C'est un peu plus que de la dilution, quand même, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on fait un paiement sur une crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire qui est capable de prendre l'argent. Donc, je veux dire, pendant des milliers d'années, si on voulait faire un paiement à distance avec quelqu'un, on était obligé de passer par du crédit. La seule manière de faire ça, c'était soit de faire du crédit, soit de partir avec un bateau, de déléguer d'autres bateaux et de prendre énormément de risques pour le faire. Aujourd'hui, on peut payer à distance, vraiment sans avoir ce risque d'intermédiaire, et c'est différent Sans intermédiaire parce qu'il y a des mineurs, parce qu'il y a un réseau de mineurs qui est très grand. S'il n'y avait que 2 mineurs, effectivement, les intermédiaires, tu les appellerais les 2 mineurs. Donc simplement ce que je dis, d'un point de vue sémantique, effectivement, il y a quand même un intermédiaire qui est l'ensemble des mineurs, et comme l'ensemble des mineurs est tellement diffus, ce qui est important, c'est que même si la moitié des mineurs disparaissent, ben, en fait, ça marche quand même. Donc c'est vrai que le rôle de quelque part, le rôle de la confiance qu'on avait dans le tiers de confiance est dilué dans un réseau de mineurs tellement large qu'on considère qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Mais en réalité, ce rôle est quand même joué par un ensemble, un système informatique, un algorithme, on l'a un peu dilué. Et je suis d'accord avec toi qu'on simplifie un petit peu parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Merci beaucoup, effectivement, vous avez dépassé votre temps, mais merci surtout pour les réflexions et les pistes que vous avez lancées aujourd'hui. J'invite tout le monde à se joindre à moi pour vous remercier et vous applaudir. Et il me reste donc à appeler le panel numéro 3 sur le thème suivant: comment accompagner la transition et la reconversion des professionnels dont les métiers seront transformés ou menacés.